Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Fadjet pour votre émission de vulgarisation scientifique Mi-Science Impossible. Si vous ne nous connaissez pas encore, Mi-Science Impossible est une émission durant laquelle les agents Gaëtan, bonjour Gaëtan. Bonjour Justine et bonjour à tous nos auditeurs. L'agent Bertrand, bonjour Bertrand. Bonjour Justine, bonjour aux auditeurs. Et moi-même Justine, tous les trois élèves à l'ENSIC, vous expliquent à chaque émission le fonctionnement de 3 ou 4 phénomènes physiques ou chimiques. Alors pour info, l'ENSIC c'est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy, dans laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle, ou plus simplement passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On y étudie la physique, la chimie, dans le thème de l'énergie et de l'industrie. Mais aujourd'hui est une émission un peu particulière, car nous avons l'honneur de recevoir un invité de marque, que vous découvrirez dans quelques instants. Mais sans plus attendre, voyons ce que nos fidèles agents vous ont concocté. Alors Gaëtan, avec quoi vas-tu commencer cette nouvelle émission ? Je vais pour ma part vous révéler les mystères d'un objet que vous utilisez peut-être régulièrement, c'est le casque anti-bruit. Eh bien, j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous apprendre. Mais toi Bertrand, pour le coup, avec quoi vas-tu finir l'émission ? Avec une surprise, car aussi étonnant que cela puisse paraître, je vais vous montrer comment faire fondre un métal sans l'exposer à une source de chaleur. Ah oui, ça semble un peu bizarre ton truc là, donc je pense qu'on est tous impatients d'entendre ça. Quant au milieu de l'émission, il sera consacré à notre invité, mais encore une fois, vous saurez tout dans quelques instants. Allez, il est maintenant l'heure de passer aux choses sérieuses, donc Gaëtan, je t'en prie, nous t'écoutons. Alors, je ne sais pas si vous en possédez un, mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment font les casques qu'on appelle anti-bruit pour atténuer notre environnement sonore. Rien de mieux que s'isoler des nuisances sonores pour écouter ses musiques préférées, ou même mieux, pour pouvoir être totalement concentré afin de suivre attentivement une chronique de Mi-Science Impossible. Mais avant de passer aux technologies développées de réduction de bruit, c'est ce que l'on appelle la réduction de bruit active, je dois d'abord vous parler de la réduction de bruit passive. Il s'agit tout simplement d'atténuer un son en mettant un obstacle physique entre la source émettrice et nos tympans. La réduction de bruit passive, c'est quand vous vous empressez de fermer la porte de la chambre de votre petit frère parce que ça fait seulement 1 mois qu'il s'est mis au violon et que le nouveau Vivaldi, c'est pas pour demain. C'est aussi quand vous mettez des bouchons d'oreille pour écouter un concert ou bien parce que votre conjoint, ou votre conjointe d'ailleurs, passe sa nuit à faire trembler les murs en ronflant. Bref, la réduction de bruit passive, c'est le moyen le plus basique pour se protéger du son. Mais qu'en est-il de ce dont je vous ai parlé, la réduction de bruit active ? Le principe n'est pas très compliqué. Il suffit, entre guillemets, que le casque envoie un son opposé à celui qui arrive près de celui-ci et le bruit va s'annuler. Mais nous allons voir ça de plus près. Avant d'aller plus loin, on doit faire ensemble un petit point sur ce qu'est le son. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission, mais on peut se représenter le son comme étant une onde. L'image qui est bien à avoir en tête pour comprendre cela, c'est de se dire qu'une onde sonore, c'est comme une vague sur l'eau. Vous voyez bien la vague. Elle a des pics, c'est ce qu'on appelle des crêtes, et puis elle a des creux aussi. Et si je vous demande de prendre un bout de papier et de me dessiner une vague, vous allez tous me faire une succession de crêtes et de creux. Eh bien, c'est une manière aussi de se représenter le son. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a toutes les notions pour bien comprendre le fonctionnement des casques à réduction de bruit active. Du côté technique, le casque doit contenir dans chaque écouteur un micro, un haut-parleur, et un petit circuit électronique pour faire le boulot. Le micro va servir au casque à identifier les sons extérieurs qui veulent pénétrer dans nos oreilles. Vous savez quoi ? Pour bien comprendre le phénomène, vous vous imaginez, ou mieux si vous le pouvez, vous dessinez une vague qui arrive près de l'écouteur. Donc, le micro qui est intégré au casque va reconnaître la présence de ce son, de cette vague. Le circuit électronique prend cette information en note et va ensuite ordonner au haut-parleur d'envoyer une onde sonore à son tour. Mais attention, l'onde sonore qui va être envoyée pour contrer celle qui arrive, et vous pouvez compléter votre dessin, cette onde sonore a la particularité d'avoir ses crêtes au niveau des creux du son qui arrivent à vos oreilles, et inversement, les creux du son émis vont être comblés par les crêtes du son entrant. Et là, si 2 ondes sonores remplissent mutuellement leurs pics et leurs creux, cela revient à ce que le niveau de l'onde soit plat. Les 2 ondes sonores vont pile poil se compenser et donner une onde sans relief, c'est-à-dire plus aucun bruit. On dit que les ondes sonores sont en opposition de phase. Eh bien, ils sont vraiment bien faits ces casques, hein. C'est vraiment une belle fonctionnalité que cache cette technologie. Mais avant de passer aux choses sérieuses, je vous laisse en compagnie de Moriarty avec Enjoy the Silence. On se retrouve juste après. Words like violence break
the silence coming crashing in into my little world. Painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken. Feelings are intense. Words are trivial. Pleasures remain. So does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Vous êtes de retour sur Radio Fadjet et je suis toujours en compagnie de Bertrand et Gaëtan, fidèles agents de Miss Science Impossible. Ce dernier nous a expliqué comment fonctionnait le casque anti-bruit. L'émission sera bien sûr disponible en podcast sur notre chaîne YouTube ou sur le site de Fadjet si jamais vous voulez réécouter ce passage. Allez, vous l'attendiez, vous êtes en train de vous dire, mais qui est-ce ? Notre invité est enfin là. Il s'agit d'Arnaud Fischer. Quelques mots pour vous le présenter. Alors, c'est un ingénieur NSIC, docteur en génie des procédés. Arnaud Fischer enseigne depuis 2001 la chimie et l'histoire des sciences à l'Université de Lorraine. Sa passion pour le patrimoine, les objets scientifiques historiques et les ouvrages anciens l'a conduit à abandonner la recherche en chimie pour se consacrer exclusivement à la culture scientifique et technique à travers diverses opérations de vulgarisation, comme des visites de musées, des expositions et des conférences à destination de publics variés. Il va nous parler de quelque chose qu'on peut assez facilement rencontrer dans nos industries, c'est le procédé de production de l'ammoniac. Aussi bien son histoire que comment on le produit. Eh bien, professeur, nous vous laissons maintenant la parole. Bonjour à tous les trois et bonjour à nos auditeurs. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer l'histoire étonnante de la production de l'ammoniac. Nous aurons l'occasion de constater que cette petite histoire se mêle largement à la grande histoire et également qu'elle invite toute une série de noms de scientifiques ou encore de marques que nous connaissons bien dans notre vie quotidienne. Alors avant de nous consacrer à l'aventure industrielle de l'ammoniac au début du XXe siècle, je vous propose d'évoquer des temps nettement plus reculés qui vont nous permettre de découvrir l'origine même du terme ammoniac, un terme qui remonte à l'Antiquité, à une période durant laquelle en Libye, près du temple du dieu Ammon, on extrayait du chlorure d'ammonium qui est un composé proche de l'ammoniac. Rappelons au passage que l'ammoniac est un gaz qui se dégage notamment lors de la décomposition des matières organiques. Alors de longue date, on a pu remarquer l'importance de ces matières organiques, notamment en tant qu'engrais agricole. En Chine, on a très tôt répandu des déchets humains dans les rizières. Plus de 2000 ans avant notre ère, les Égyptiens chauffaient déjà des excréments, ou alors ils mélangeaient du sel et de l'urine pour fertiliser les sols. Au Moyen-Âge, c'est plutôt de la distillation de cornes et de sabots de bœufs que l'on extrayait l'actuel ammoniac. Pour l'anecdote, d'ailleurs, un gaz qui a dû attendre en 1784 pour voir sa composition élucidée par un Français qui s'appelait Berthollet. Berthollet a compris, donc à la fin du XVIIIe siècle, que finalement l'ammoniac était composé d'hydrogène et d'azote. Aujourd'hui, les chimistes, bien sûr, notent la formule de l'ammoniac NH3, donc un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. Alors les chimistes, parlons-en, justement, dans les années 1840, le baron allemand Liebig, qui est un grand chimiste, célèbre pour avoir obtenu l'extrait de viande qui a été commercialisé sous son nom, et on connaît encore bien aujourd'hui la marque Liebig dans les rayons de nos supermarchés. Liebig a compris dans les années 1840 le rôle des substances azotées, comme l'ammoniac, dans le domaine des engrais.
Quelques décennies plus tard, en Angleterre, c'est le physicien Crookes qui s'est déjà persuadé de l'inévitable demande croissante en ammoniac pour nourrir la population mondiale. Alors bien sûr, à la fin du 19e siècle, quelques Eldorado fleurissent, comme le Pérou par exemple. Le Pérou, on va collecter le guano, ou encore le Chili, qui est particulièrement riche en nitrate, avec un dépôt qu'on appelle le salpêtre, qui est précurseur d'explosifs, parce qu'il faut rappeler tout de même à nos auditeurs que l'intérêt de l'ammoniac et de ses dérivés consiste surtout en la production d'engrais et d'explosifs. Alors au début du XXe siècle, l'Allemagne devient de plus en plus tributaire des importations, les sols allemands sont peu fertiles, l'Empire allemand est beaucoup trop restreint pour approvisionner l'Allemagne en ressources, et c'est finalement dans ce contexte que vont débuter les travaux de Fritz Haber. Fritz Haber espère transformer l'azote. L'azote, pour mémoire, c'est 78% des gaz présents dans l'atmosphère. Fritz Haber entend transformer l'azote en ammoniac. Ce qu'il ignore encore, c'est que son procédé va devenir l'un des plus importants du monde industriel. À partir de 1905, Haber comprend que la synthèse de l'ammoniac va nécessiter des pressions absolument colossales, de l'ordre de 100 à 200 fois la pression atmosphérique. Par ailleurs, on va aussi avoir besoin d'une température supérieure à 500 degrés. Il va falloir mobiliser ce qu'on appelle en chimie un catalyseur, c'est-à-dire une substance qui accélère la réaction chimique. Et en 1909, finalement, un premier dispositif est opérationnel à l'échelle du laboratoire. Fritz Haber informe de ce succès les chimistes d'une entreprise déjà bien connue alors, c'est la Badische Anilin- und Soda-Fabrik, BASF, et notamment au sein de la BASF, donc Karl Bosch. Bosch à ne pas confondre avec Robert Bosch, qui est célèbre bien sûr pour son entreprise d'appareils électriques, si vous avez à la maison une perceuse Bosch ou tout autre appareil électrique de Bosch. Alors quand Fritz Haber va rencontrer Karl Bosch, donc le chimiste, il se trouve qu'un autoclave vient d'exploser sous une pression de 7 atmosphères à la BASF. Or, le procédé Haber exige plus de 100 atmosphères, plus de 100 fois la pression atmosphérique. Donc autant dire évidemment qu'à l'échelle industrielle, aucun dispositif ne peut supporter sur une longue durée à la fois les pressions et les températures qui sont requises par le protocole de Haber. Donc vous vous en doutez bien, l'industrialisation par Karl Bosch du procédé Haber va conduire à d'importantes découvertes au sujet de la chimie à haute pression notamment, au sujet également des catalyseurs. On va utiliser le fer, mais il faut savoir qu'au préalable, on a quand même testé près de 20 000 composés. Les chimistes vont découvrir aussi que contre toute attente, la présence d'impuretés dans un catalyseur est capable de décupler ses effets. Alors pour construire les réacteurs à l'échelle de l'usine, on a besoin évidemment de compétences assez extraordinaires. On va solliciter pour l'occasion le meilleur fabricant de canons à l'époque en Allemagne, et son nom est bien connu de nos auditeurs évidemment, c'est Krupp. Et finalement, donc en 1913, la production d'ammoniac, selon le procédé mis au point par Haber et industrialisé par Bosch, va pouvoir démarrer. Ça se passe à Oppau, donc dans la banlieue de Ludwigshafen, donc en Allemagne. Et 7 ans plus tard, donc en 1920, Fritz Haber va recevoir, pour ses travaux relatifs à la synthèse de l'ammoniac, le prix Nobel. Un prix Nobel qui, en toute rigueur, lui a été décerné en 1918, mais évidemment, conflit oblige, on n'a pas organisé de remise de prix durant le premier conflit mondial, et c'est en 1920 donc que Fritz Haber va être officiellement récipiendaire de ce prix. La réputation pour autant de Fritz Haber va être quand même ternie par la mise au point des gaz de combat. Fritz Haber a mis au point les premiers gaz utilisés sur les champs de bataille. La légende évoque souvent le suicide à l'issue de la bataille d'Ypres en Belgique de l'épouse de Fritz Haber, Clara Haber, elle-même scientifique, fortement opposée à l'emploi d'armes chimiques. Donc évidemment, la réputation de Fritz Haber va souffrir de cette association entre son nom et cette mise au point des gaz de combat. Et évidemment, à la sortie du premier conflit mondial, la France est dévastée par les frappes de l'Allemagne, une Allemagne qui sort de la guerre nettement moins touchée, et bien légitimement, la France va exiger des réparations. Donc les Alliés vont s'emparer de la propriété industrielle allemande. Pour l'anecdote, l'aspirine, qui est un brevet allemand, qui remonte à 1899, donc 2 ans après sa synthèse, l'aspirine va passer dans le domaine public. Les troupes françaises vont occuper la rive gauche du Rhin, après 1918. Bosch fait arrêter les réacteurs qui produisent l'ammoniac à l'usine d'Oppau pour que les Français ne récupèrent pas les secrets de fabrication de l'ammoniac. Et finalement, donc en dépit des inspections nombreuses que mènent à la fois les Français et les Britanniques, eh bien, l'Allemagne va parvenir à préserver les secrets de sa technologie. Alors au cours des réunions préparatoires au traité de Versailles, c'est la rencontre secrète entre Bosch et un haut responsable de l'industrie chimique française qui va permettre d'aboutir à un
compromis. La France va être autorisée par l'Allemagne à utiliser le procédé Haber-Bosch, moyennant une contrepartie financière sur chaque tonne d'ammoniac produite. Et par ailleurs, les installations allemandes vont être épargnées et donc les Français et les Anglais vont quitter le territoire de l'usine d'Opare. Bosch va être nommé directeur de la BASF en remerciement de sa contribution aux négociations. Dans les années 1920, la concurrence étrangère va conduire les grandes compagnies allemandes à se constituer en ce qu'on appelle une communauté d'intérêt. Les Allemands parlent d'une Interessengemeinschaft, donc qui s'abrège sous la forme IG, donc un I et un G, et c'est ainsi que sous le nom IG Farben en allemand ce sont les couleurs, eh bien la BASF va fusionner avec plusieurs sociétés comme Bayer par exemple, comme Hoechst, comme Agfa, bien connu également. Mais malheureusement la crise de 1929, donc quelques années plus tard, va entraîner une vertigineuse diminution de la demande générale de produits, et à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, donc en 1933, la direction d'IG Farben va progressivement se rapprocher du régime nazi, auquel elle va fournir l'essence, le caoutchouc et les nitrates. Alors dans ce contexte, Bosch souhaite absolument que les scientifiques juifs puissent poursuivre leurs travaux sur le sol allemand, et il va essuyer un refus glaçant de la part du Führer. Bosch va être de fait relégué à un poste honorifique, ce qui est quand même incroyable quand on pense qu'il a tout de même été lauréat du prix Nobel en 1931 pour ses travaux dans le domaine de la chimie à haute pression. En 1934 d'ailleurs, au passage, Fritz Haber lui-même, qui était de confession juive, va devoir s'exiler en Angleterre pour fuir l'Allemagne nazie. Le grand physicien de l'époque, Max Planck, en Allemagne, avait tenté d'intercéder en faveur de Fritz Haber auprès du Führer, et Hitler aurait rétorqué que si la science ne pouvait pas se passer des juifs, eh bien ma foi l'Allemagne allait se passer de la science l'espace de quelques années. Alors les connivences entre le régime nazi et IG Farben sont célèbres, puisque vous savez certainement que depuis 1927, IG Farben a produit un tristement célèbre pesticide, c'est le Zyklon B. Ça se présente sous forme de granulés mis en conserve dans des boîtes, et on perçait ces boîtes que l'on laissait tomber dans les cheminées des chambres d'extermination, dans les camps de concentration allemands, et lorsque la boîte est percée, l'eau de l'atmosphère réagit avec le granulé qui libère de l'acide cyanhydrique, qui est évidemment un poison violent, et c'est de ce poison malheureusement que tant de déportés sont morts dans les chambres à gaz. Alors naturellement, consécutivement à leur participation active à la Shoah, plusieurs dirigeants d'IG Farben ont été jugés dans le cadre d'un procès spécifique en 1947. L'entreprise, elle, a été démantelée en 1950 et la BASF est redevenue de fait une société à part entière. Pour l'anecdote, c'est aujourd'hui la plus grande compagnie chimique au monde en termes de chiffre d'affaires, et le procédé mis au point par Fritz Haber et industrialisé par Bosch, ce procédé et toutes ses variantes qui ont été vraiment largement utilisées à l'international, jouent encore aujourd'hui un rôle primordial dans la sécurité alimentaire mondiale grâce à la production d'engrais. Alors franchement, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant et complet. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. C'est vrai qu'on s'imagine pas quelque chose qu'on peut trouver dans notre vie quotidienne comme les engrais. Enfin, c'est tout con les engrais. Enfin, on s'imagine pas que ça puisse être impliqué dans autant de personnes et de péripéties. Oui, et que aussi finalement ces choses-là étaient déjà exploitées il y a bien longtemps et qu'on ait finalement réussi à l'industrialiser vers le XXe siècle. Ouais, comme quoi c'est des petites choses cachent parfois beaucoup de secrets. Bon, après cette vague d'informations, je vous propose de nous arrêter un petit instant en vous laissant en compagnie de Emily's Army avec Ammonia and Bleach. À tout de suite. Chest. We were in bed and we were both
Vous êtes dans la dernière partie de cette Mi-Science Impossible sur Radio Fadjet. Juste avant la pause, nous avons eu la chance d'accueillir un docteur de l'Université de Lorraine, Arnaud Fischer, qui nous a raconté l'histoire de la synthèse de l'ammoniac. Je vous encourage fortement à aller réécouter tout ça sur le podcast YouTube ou sur le site de Fadjet. Mais maintenant, c'est au tour de Bertrand de vous apprendre quelques petites choses. C'est à toi. Merci Justine. Alors effectivement, car aujourd'hui je vais vous parler d'induction. Si vous avez déjà entendu ce mot, c'est normal, car beaucoup de plaques de cuisson sont aujourd'hui ce qu'on appelle des plaques à induction. Maintenant, connaître le nom, c'est bien. Savoir comment ça marche, c'est mieux. Tout commence avec monsieur Faraday, qui a montré que lorsqu'un aimant passe dans une bobine, il crée un courant électrique dans la bobine, et ce courant, ça s'appelle un courant induit. Et cette induction est due à la variation de champ électromagnétique au passage de l'aimant. Si on peut créer de l'électricité avec un champ magnétique, vous vous doutez si on s'est demandé si l'inverse était possible. Eh bien, c'est le cas. Et c'est ce qu'on appelle un électroaimant. C'est un organe qui produit un champ magnétique une fois qu'il est soumis à un champ électrique. Si le champ magnétique en question rencontre un matériau métallique, il va exercer une force sur les électrons du matériau qui va générer un courant électrique. Et ce courant sera alors dispersé à l'intérieur du métal sous forme de chaleur. Le métal va donc chauffer. Vous voyez ainsi aisément comment on peut chauffer votre casserole. Et si vous avez suivi ce que j'ai dit, je n'ai jamais précisé qu'il y avait un quelconque contact quelque part entre le métal et la bobine. Car c'est en effet le gros point fort du chauffage par induction. Il n'y a pas de contact entre le métal chauffé et la source de cette élévation de température. Tout se fait à distance. Bon, on a vu ça sur l'application de la casserole pour les plaques à induction, mais c'est pas la seule application que l'on peut trouver. Car vous comprenez que si on peut chauffer un métal, vous doutez bien qu'une fois que le dit métal a atteint sa température de fusion, c'est-à-dire la température à partir de laquelle il commence à fondre, eh bien, il va fondre. Et vous pouvez voir sur YouTube, par exemple, de nombreuses vidéos dans lesquelles des individus rendent liquide un bout de métal juste en le chauffant par induction. Et petit bonus que j'aime bien, bon, c'est même mon petit truc pour moi, sur les vidéos, si vous êtes assez curieux pour aller les voir, vous verrez parfois que le bout de métal semble léviter, il n'a pas de support. C'est aussi à cause du champ magnétique. Comment ça marche ? Nous le verrons sûrement dans une autre émission. Il faudra revenir. Eh bien, merci beaucoup pour tes explications. On a hâte d'en savoir plus. Mais après tout ça, il est temps de passer à la partie ludique de cette émission. Je veux bien sûr parler du quiz. Allez, c'est parti. Alors, en espérant qu'on va mieux se débrouiller que la semaine précédente. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On va faire un petit peu d'histoire. On va d'abord parler donc d'histoire, mais en rapport avec le calendrier. Donc, je vais vous donner 4 affirmations, et il y en a une seule qui est vraie, et il faudra placer laquelle. D'accord. Alors, c'est parti. Première affirmation. Juste avant le passage à l'an 1000, donc le 31 décembre 999, eh bien, ce 31 décembre a en réalité duré 4 jours, car les gens pensaient qu'au passage à cette année à 4 chiffres, le monde allait tomber dans le chaos. Deuxième proposition, en 1582, 10 jours ont sciemment été zappés du calendrier. On est alors passé du 4 au 15 octobre. Troisième affirmation, dans une petite tribu amérindienne, chaque jour est considéré comme un renouveau. Pour eux, chaque jour est un 1er janvier. Ou bien, dernière proposition, quand Louis XVI est monté sur le trône le 10 mai 1774, il avait déclaré que ce jour serait alors férié, mais le jour est redevenu non férié à sa mort. Voilà. La tribu qui considère chaque jour comme un renouveau, je crois que ça existe. Après, c'est le problème, c'est qu'il y a énormément de tribus, énormément de cultures, et c'est impossible de tous les connaître. Gaëtan, t'as des idées ? Moi, je pencherais pour justement la tribu qui considère chaque jour comme un renouvellement, parce que je trouve ça poétique et c'est celle qui me plaît le plus. Ça me plaît bien aussi, mais je sais pas. Juste pour l'histoire de France, je vais dire que le jour a dû. Non, il peut pas faire ça. C'est depuis quand un dirigeant voudrait donner un jour de
comment dire, un jour férié. Ça existait les jours fériés à cette époque? Ah bah qui sait, hein. Bah, ça va. Quasiment sûr que ça existait pas les jours fériés à cette époque. Non, je reprends ce que j'ai dit. Je ne prendrai pas ça. C'était quoi la deuxième option, tu m'as dit? C'était une semaine qui a été retirée? 10 jours. La deuxième proposition, 10 jours ont été sciemment enlevés du calendrier, donc on est passé du 4 au 15 octobre. Je vais dire celui-là, parce que j'aimerais que ce soit le cas, juste pour avoir l'explication derrière. Eh bien, l'un de vous a raison, et c'est Bertrand qui a raison. Yes! Ah, Pour bravo. une fois, je me plante pas. L'explication. Alors avant, si vous le saviez ou pas, on avait un calendrier dit julien, donc instauré par Jules César, mais celui-ci avait mal calculé la durée d'une année. Bon, ça se jouait à même pas un jour, enfin quelques heures quoi. Mais si bien que les dates clés du calendrier, en fait, se décalaient d'année en année par rapport au calendrier solaire. D'accord. Et donc, en 1572, quand Grégoire XIII est élu pape, l'équinoxe a été observé le 11 mars au lieu du 21 mars prévu. Donc, en 1582, il instaure notre calendrier grégorien, et pour rattraper le retard dû à César, eh bien, il ampute 10 jours au mois d'octobre, passant donc du 4 au 15 octobre. J'aime beaucoup ce genre d'anecdote. Maintenant, on sait que César était en retard. Super. Il n'était pas très fort en calcul Alors, des choses pas- comme ça. Pas très fort. Enfin, ça se joue à quelques heures sur une année. Enfin, faut relativiser Oui, quand même. Deuxième partie, on va rester dans l'histoire, mais on va plus parler de calendrier. Je vais à nouveau vous donner 4 propositions. Il y en aura une seule qui sera vraie. Première proposition. On a retrouvé un prototype de stylo bic dans les décombres de Pompéi. Deuxième proposition. Les Égyptiens utilisaient des abats d'animaux enveloppés de peaux d'animaux aussi, comme oreillers. Troisième proposition. Cléopâtre a vécu plus proche de la construction du premier Pizza Hut que de celle des pyramides d'Égypte. Ou dernière proposition, au Moyen-Âge, les chevaliers se badigeonnaient les jambes de beurre pour se sentir moins oppressés dans leur armure. J'adore la dernière, mais le seul problème, c'est que ça coûtait extrêmement cher le beurre à cette époque-là. Et Ouais, je suis d'accord avec toi. ça peut pas être la dernière. Concernant ma réponse, ce sera la 3. Que La tu avais dit 3, Cléopâtre. Cléopâtre, c'est ça. La phrase est tellement loufoque que c'est pas une attaque, mais genre, je vois pas comment t'aurais pu imaginer un truc aussi loufoque. Ouais, C'est improbable. moi, j'y vais pas comme ça. Je me dis que, mine de rien, je me dis quand même, si Astérix et Obélix n'a pas complètement faux, c'est vous dire à quel point je suis une chèvre, c'est ma source historique principale. Ça se passe, quelques siècles après Jésus-Christ, alors que les pyramides, ça fait vraiment des millénaires et des millénaires. Donc je pense très franchement que c'est vraiment pas improbable. Et bah allez, on part tous les deux là-dessus alors. Eh ben, vous êtes très forts, hein. Mes petites interventions ne vous ont pas déstabilisé. Donc, je vais vous expliquer aussi brièvement. Donc, Cléopâtre est née aux alentours de 30 avant Jésus-Christ. Et les pyramides ont été construites en 2560 avant Jésus-Christ. Et le premier Pizza Hut a ouvert en 1958. Et donc, c'est plus proche d'environ 500 ans de Cléopâtre que les pyramides. Ça donne faim ton machin. Je pense que je vais commander pizza ce soir, tiens. Eh ben, très bien. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette Mi-Science Impossible. Nous espérons qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, et vous pouvez même venir poser vos questions, et nous vous y répondrons peut-être dans une future émission. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines, le vendredi 2 avril, toujours à 16h, pour de nouveaux faits scientifiques étonnants. Bonne fin de semaine et à bientôt! Au revoir à tous, à la prochaine. À la prochaine.